Bonjour, l'encre est encore fraîche. Voilà qu'à peine signé, l'accord entre l'Iran et les États-Unis apparaît déjà bien fragile. Très critiqué pour faire la part trop belle aux revendications de Téhéran, le texte ne satisfait pas pleinement pour autant le guide suprême iranien, tandis que les Israéliens, eux, ne semblent nullement disposés à appliquer l'accord au Liban. Conséquence, la première séance de discussion prévue ce vendredi en Suisse est ajournée. Ça commence mal, Armin Arefi, vous nous le direz, vous qui êtes journaliste franco-iranien au magazine Le Point, où vous couvrez toute l'actualité du Proche et du Moyen-Orient. Retour donc à ce énième coup de théâtre, l'annulation de la visite prévue en Suisse du vice-président américain J.D. Vance, censé donner le coup d'envoi aux discussions autour du programme nucléaire iranien, un désistement qui interroge sur la suite des événements. L'image de la semaine. En plein dîner à Versailles, Donald Trump signe le protocole d'accord avec l'Iran. Une surprise, Emmanuel Macron lance les applaudissements. Satisfaction affichée du président américain qui brandit fièrement un texte en persan, un texte en 14 points signé un peu plus tard par le président iranien. Ce devait être la fin officielle de la guerre avec l'Iran. C'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Ormuz, sans péage. C'est ici en Suisse que devaient se dérouler les pourparlers à huis clos qui devaient en découler. Mais ce vendredi, à Bürgenstock, le silence est lourd. Pas de délégation iranienne, pas de délégation américaine, pas de J.D. Vance. Les discussions sont reportées. Dans un communiqué diffusé à la télévision d'État, le guide suprême avait pourtant confirmé avoir signé l'accord, malgré quelques réserves. Il est évident que les négociations en face à face qui se tiendront à l'avenir ne présagent pas de l'acceptation du point de vue de l'ennemi. Depuis, le monde retient son souffle. 60 jours pour avancer, c'était la promesse au château de Versailles. Ça semble finalement infiniment court. Armin Arefi s'estimait manifestement mal préparé, J.D. Vance, pour affronter d'emblée les Iraniens dans des négociations. Ça augure mal de la suite des événements? Je pense qu'on est aujourd'hui dans un nouveau cycle, le cycle des discussions. Effectivement, il apparaît aujourd'hui que les deux parties n'ont pas négocié. Pourquoi? Parce que les combats au Liban se poursuivent alors qu'ils font partie du cessez-le-feu. Les Iraniens veulent ainsi signifier qu'ils ne commenceront pas à discuter tant que les armes ne se seront pas tues au Liban. Maintenant, il faut bien comprendre que ce cycle de négociation est engagé, qu'il y a une volonté politique des deux côtés justement d'aller vers un accord. Et même s'il n'y a pas eu cette première journée de discussion, je pense que la première journée de négociation aura bel et bien lieu. Tout semble improvisé, un côté américain, à l'image, il faut bien le dire, de la signature de cet accord par Donald Trump, avancé de 2 jours dans le cadre baroque, au propre comme au figuré, du château de Versailles. Oui, effectivement, on sentait un désir extrêmement profond de Donald Trump de signer au plus vite cet accord. Souvenez-vous justement des propos très durs qu'il a eus à l'encontre de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, lorsque celui-ci a frappé à Beyrouth, remettant en cause la signature de cet accord dès dimanche. Donc on sent que Donald Trump est pleinement engagé dans une volonté politique d'aller vers un accord avec l'Iran et que l'alternative d'une reprise des bombardements, même s'il menace de l'utiliser, ne lui va pas en réalité. Ouais, voilà pour le contexte. Alors que contient précisément cet accord, Dalila Gomri? Il y a 14 points applicables sous 60 jours dans ce protocole d'accord. Le principal point, c'est de consolider le cessez-le-feu en vigueur et d'arrêter la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. L'Iran s'engage à rouvrir le détroit d'Ormuz et ne pas entraver les navires ni les taxer. En échange, les Américains lèvent leur blocus naval dans la zone qui entrave notamment les ports iraniens. Autre point crucial et inédit depuis la révolution de 1979, les Américains vont lever toutes les sanctions qui pèsent contre l'Iran et mettre en place des dérogations même afin que l'Iran puisse exporter son pétrole de manière officielle. Et ce n'est pas fini, si tout se passe bien, les Américains
et les pays du Golfe vont créer un fonds d'investissement privé de 300 milliards de dollars afin de reconstruire l'Iran. Cette aide s'accompagne d'un dégel des avoirs iraniens bloqués à l'étranger qu'on estime entre 100 et 150 milliards de dollars. Enfin, à la surprise générale, la question du nucléaire iranien qui a plus ou moins provoqué la guerre semble reléguée au second plan. C'est actuellement le statu quo. Donald Trump se contente de la simple promesse de l'Iran qui s'engage à ne pas acquérir l'arme nucléaire et à diluer son stock d'uranium enrichi. Alors on va procéder étape par étape. De manière la plus immédiate, Armin Arefi, cet accord, il lève du moins provisoirement le blocage du détroit d'Ormuz qui paralysait depuis des mois le commerce mondial de gaz et de pétrole. De ce point de vue-là, il était urgent ce protocole d'accord ? Oui, effectivement, et c'est le principal gain aujourd'hui enregistré par les États-Unis et la communauté internationale, le déblocage immédiat du détroit d'Ormuz pour une durée de 60 jours. À partir d'aujourd'hui, les navires du monde entier vont pouvoir traverser ce corridor maritime par lequel passent 20% des exportations mondiales de pétrole. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est que les dirigeants iraniens n'ont pas pour autant abandonné leur idée d'imposer un paiement, un péage financier à tout navire traversant ce corridor maritime à l'issue des 60 jours. C'est ce qu'a répété hier le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, en indiquant que ce détroit était désormais propriété iranienne. Donc ce n'est pas pour autant réglé. La question les Américains jurent leur grandeur que ce péage n'adviendra pas. Qui faut-il croire ? Pensez-vous que les Iraniens en font un point essentiel, une ligne rouge de la négociation, ou au contraire une poire pour la soif pour tenter de négocier éventuellement autre chose ? Je pense que dans l'immédiat, aucune partie n'a intérêt à violer ses propres engagements. Donc il est attendu que pendant 60 jours, ce détroit soit à nouveau ouvert, mais il n'est pas à écarter que par la suite, l'Iran utilise cette arme de dissuasion massive comme un levier de pression pour d'autres sujets beaucoup plus complexes, comme le sujet du nucléaire. D'autant qu'il faut le rappeler, le blocage du détroit d'Ormuz, c'est un peu l'arme du pauvre, ça coûte très peu cher. Il suffit d'un communiqué des gardiens de la Révolution et de 2-3 frappes sur les navires marchands pour bloquer l'un des corridors les plus pratiqués au monde. Alors, la restauration de la liberté de navigation, elle s'accompagne aussi de la levée du blocus des ports iraniens par les États-Unis. Ça veut dire que l'Iran, de son côté, retrouve aussi sa liberté d'exporter ses marchandises, et à commencer par ses matières premières, bien sûr son pétrole. Effectivement, c'était une des mesures, je dirais, les plus intelligentes décidées par le président américain, en tout cas son administration, celle d'imposer un blocus sur les ports iraniens. Aucun navire ne pouvait se rendre en direction de l'Iran ou en repartir. L'Iran était donc privé de sa principale ressource en devises, son pétrole, qui représente environ 20 à 25% de son PIB. On sait que ça grevait l'économie iranienne déjà mal en point. C'était une condition sine qua non demandée par les autorités iraniennes pour signer ce protocole d'entente. Et effectivement, l'Iran va pouvoir, en tout cas l'économie iranienne, bénéficier d'un certain soulagement dont elle avait bien besoin. Alors comment cet accord est-il accueilli à Téhéran, Siavosh Ghazi ? C'est un sentiment d'une victoire totale. L'Iran est devenu une grande puissance. Nous avons vaincu 2 puissances nucléaires. Et cela, ce n'est pas des slogans, c'est des faits sur le terrain militaire, a affirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Ce qui s'est traduit sur le papier dans l'accord qui a été signé à la fois en persan et en anglais le montre bien évidemment. Si les États-Unis avaient remporté la guerre, ils n'auraient pas accepté les conditions et le calendrier iranien, affirme-t-on à Téhéran. Cet accord est le résultat de la victoire militaire de l'Iran contre les États-Unis et Israël. Et d'ailleurs, les médias iraniens reprennent largement, par exemple, un petit texte du journaliste Laxios qui affirme qu'on nous avait promis, je le cite, on nous avait promis une victoire totale, mais on ne nous avait pas dit qui serait le vainqueur. Se moquant
de Donald Trump et des autres responsables militaires politiques américains. Et donc pour Téhéran, c'est une victoire totale, à la fois le contrôle du détroit d'Ormuz, l'Iran va poursuivre son programme nucléaire, l'Iran a imposé le cessez-le-feu au Liban et demande désormais le retrait des forces israéliennes du sud Liban. Tout cela, pour l'Iran, c'est une grande victoire, sans compter le fait que les avoirs iraniens seront débloqués et que l'Iran va obtenir également la levée des sanctions américaines qui touchent de plein fouet l'économie iranienne. Armin Arefi, le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a réitéré dans un communiqué son refus des positions américaines, y compris celles exprimées dans cet accord. Il a laissé entendre que lui-même n'avait donné son blanc-seing que pour ne pas avoir à désavouer sa propre hiérarchie en Iran. Ça vous semble crédible, ça, une opposition ou une réticence du guide suprême face à un accord qui semble faire tellement la part belle justement aux positions iraniennes? Il faut savoir que le guide suprême, le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei, qui n'est pas décédé et qui reprend du poil de la bête au niveau physique, était favorable à l'idée même des négociations avec les États-Unis et à un accord. Cela ne fait aucun doute. Cette déclaration s'inscrit davantage dans un jeu de politique intérieure, comme fut son père, l'ayatollah Khamenei, tué par les bombardements américano-israéliens le 28 février dernier. Mojtaba Khamenei souhaite se démarquer de cet accord, indiquer qu'il n'y était pas personnellement favorable pour ne pas endosser son échec si celui-ci venait à advenir. Donc il y a d'une certaine manière, c'est un oui mais, oui, j'accepte cet accord, mais c'est la décision avant tout du président iranien, le modéré ou pseudo-modéré Massoud Pezeshkian, et c'est donc d'une certaine manière lui qui devra en payer le prix en cas d'échec, comme c'est arrivé en 2018, lorsque le président Hassan Rouhani avait beaucoup perdu en termes de légitimité politique intérieure après le retrait unilatéral de l'accord de 2015 par Donald Trump. Alors, parmi ce qu'on entend pour étayer le fait qu'il s'agit d'une capitulation américaine, on entend dire que les États-Unis vont aider l'Iran à concurrence de la taille totale de l'économie iranienne, 300 milliards de dollars, qu'ils vont aussi lever les sanctions qui pèsent sur le régime de Téhéran depuis la Révolution, ainsi que lever le blocage des avoirs iraniens à l'étranger. Mais enfin, tout cela est tout de même progressif, conditionné à un accord final qui est loin d'être atteint aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout dépend d'un accord final qui portera sur le nucléaire iranien, donc le stock d'uranium hautement enrichi et la possibilité ou non donnée à l'Iran d'enrichir de l'uranium sur son propre territoire. Maintenant, ce que l'on peut dire immédiatement, qu'est-ce qui se passe immédiatement? C'est le gain principal pour les États-Unis et l'économie internationale, la levée du détroit d'Ormuz. Pour l'Iran, rendez-vous compte, c'est la levée du blocus américain sur les ports iraniens, c'est le déblocage immédiat de plusieurs milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l'étranger, c'est la levée provisoire, en tout cas l'obtention de dérogations permettant à l'Iran de vendre et d'exporter donc son pétrole, ce qui lui était interdit avant le début de la guerre, c'est la reconnaissance du rôle régional de l'Iran sur le Liban, parce que le Liban fait partie des pays touchés par le cessez-le-feu, et donc c'est quelque chose que l'Iran n'aurait jamais pu espérer avoir à la veille du conflit. Donc oui, autant on se posait des questions, on estimait exagérer les déclarations iraniennes selon lesquelles l'Iran avait gagné la victoire à l'issue de cette guerre, mais lorsque on se fie aux conditions, en tout cas au point de ce mémorandum d'accord, oui, ils font la part belle aux exigences iraniennes. Et donc on a du mal à comprendre pourquoi ou comment Donald Trump fait pour se féliciter d'un accord qui, à bien des égards, est encore pire que celui signé par Barack Obama en juillet 2015, un accord qu'avait déchiré d'ailleurs Donald Trump. Oui, et dont il a encore parlé cette semaine pour expliquer à quel point le sien, ce protocole d'accord, était déjà très au-dessus de cet accord de 2015. Alors on le voit, ce protocole d'accord est loin de tout régler. Comment réagissent les milieux politiques à Washington, Mathieu Mabin? Alors, à Washington, la réaction dominante, c'est le soulagement. Mais attention, personne n'est vraiment dupe du contenu réel de ce qui n'est pas un accord, attention, mais bel et bien un simple mémorandum, rappelons-le, c'est-à-dire le début d'un dialogue. Beaucoup d'élus considèrent que ce mémorandum donc éloigne au moins temporairement le risque d'une confrontation militaire directe. C'est vrai, une confrontation militaire avec l'Iran et donc le risque d'un embrasement général. Et dans le fond, ici, c'est ça qui compte. Dans l'entourage de Donald Trump, on met en avant le fait qu'un dialogue de 60 jours donc s'ouvre sans que les États-Unis aient renoncé à leurs principaux leviers de pression.
Question de perception sans doute, puisque les critiques sont déjà nombreuses quand même. Plusieurs républicains jugent que Téhéran obtient trop en échange de promesses encore floues, c'est vrai, notamment sur les sanctions. À l'inverse, des démocrates favorables à la diplomatie estiment que le texte reste insuffisant et ne règle ni la question du programme balistique iranien, par exemple, ni celle des groupes armés soutenus par Téhéran dans la région. Au fond, personne à Washington ne considère ce protocole comme un accord de paix. C'est plutôt un pari diplomatique. Les partisans du texte y voient une chance d'éviter une nouvelle guerre au Moyen-Orient, on a compris. Ces détracteurs y voient simplement une pause de 60 jours avant une nouvelle crise, sans doute. Tout dépendra désormais de ce qui sortira concrètement des négociations, évidemment, mais le scénario le plus probable, c'est que Donald Trump fasse traîner de manière à aborder les midterms de novembre sereinement, en éloignant cet épisode des mémoires des électeurs. Oui, ce d'autant plus que les déclarations de Donald Trump lui-même ont quoi surprendre. Ainsi, le président américain vient-il de légitimer le droit des Iraniens à posséder des missiles balistiques. Écoutez-le, c'était en clôture du G7 d'Évian. Il faut bien qu'ils en aient, car d'autres pays en ont. Ce n'est pas simple et les missiles ne sont pas le problème. Armin Arifi, Donald Trump qui trouve injuste que les Iraniens ne possèdent pas de missiles balistiques alors que l'Arabie Saoudite, principal allié des États-Unis dans la région avec Israël, elle en a. C'est surréaliste de la part d'un homme qui avait précisément déchiré l'accord de 2015 parce qu'il n'incluait pas le balistique. Ça montre toute la contradiction de Donald Trump. Lui-même, comme vous l'avez dit, avait déchiré l'accord de 2018 parce qu'il le jugeait insuffisant, le pire accord de l'histoire. Et le voilà en train de signer un accord qui, pour l'instant, relègue à une seconde étape la question du nucléaire et qui ne traite ni du balistique, ni des proxys. Quand on entend son discours, il reprend mot pour mot le discours des dirigeants iraniens qui disent de longue date, si on n'avait pas eu de missiles pour nous défendre, eh ben, on aurait totalement été ratatiné par ce conflit. Et donc ça montre en réalité la contradiction et la grande faiblesse de Donald Trump, qui est parti dans cette guerre sans véritable objectif stratégique. On peut avoir la plus grande armée du monde, si on ne sait pas exactement pourquoi on combat avec un objectif clair et précis, on se retrouve face à une impasse. Et quand bien même les négociations venaient à échouer et que Donald Trump venait à bombarder à nouveau l'Iran, il n'arriverait pas pour autant à un accord, étant donné que tant qu'il ne prend pas la décision d'envoyer des dizaines de milliers de soldats américains sur le sol pour essayer de renverser le régime ne capitulera pas. Et donc c'est tout le résumé en fait, de l'impasse dans laquelle se trouve Donald Trump. Et il a raison pour laquelle, en fin de compte, il a accepté, bon an, mal an, en tout cas ce début d'accord avec l'Iran et privilégié la voie diplomatique, ce qui fait, encore une fois, le jeu des Iraniens aujourd'hui. Pas de mention non plus dans le protocole d'accord du soutien iranien aux groupes armés dans la région. Ça traduit, d'après vous, une évolution de la position américaine sur le balistique, sur ceux qu'on appelle les proxys. Désormais, il y a une tolérance plus forte vis-à-vis de l'Iran ? En tout cas, ces questions ne font pas partie du mémorandum d'accord et ne feront visiblement pas partie d'un accord final, car ils ne sont pas mentionnés dans le document en 14 points. Donc oui, on sent effectivement qu'il y a eu un recul américain, un recul sur la question du Liban à plusieurs reprises. Reprenant les arguments de Benjamin Netanyahou, Donald Trump souhaitait que le Liban ne fasse pas partie d'un accord, sauf qu'il fait bien partie de ce mémorandum d'accord. De la même manière, il y a d'autres questions où l'on observe un recul américain. Sur la question, par exemple, du démantèlement de l'uranium hautement enrichi en Iran, Donald Trump souhaitait qu'il soit transféré aux États-Unis. Dans le texte, la dilution de ce stock de 441 kg d'uranium hautement enrichi à 60% serait réalisée en Iran. Pire, on a aujourd'hui dans cet accord, entre les lignes, un droit qui est offert à l'Iran, qui est garanti à l'Iran, à savoir le droit d'enrichir de l'uranium sur son propre territoire, en tout cas à des buts civils. Et ça, c'est quoi ? C'est un retour à l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA de Barack Obama en 2015. Donc à tout point de vue, Donald Trump réalise un grand recul et ce ne sont pas ces tweets saluant justement la baisse, en tout cas la hausse des cours de la bourse qui vont changer cette réalité, aujourd'hui une réalité d'un fiasco, un fiasco diplomatique qui certes va éviter une reprise des combats, mais qui donne à la République islamique tout ce qu'elle n'a jamais obtenu par la voie des négociations. En tout cas, ce protocole d'accord est censé ouvrir une période de 60 jours de négociations sur le programme nucléaire de l'Iran, Dalila Gomri.
Le programme nucléaire iranien reste assez flou dans ce protocole d'accord. Il n'a été mentionné que 2 fois sur les 14 points que compte le protocole signé ce mercredi, alors que c'est le cœur du problème dans la région, que ce soit pour les Israéliens ou pour les Américains, en tout cas jusqu'ici. Tout d'abord, il y a une grosse inquiétude autour du timing. On parle de 60 jours pour sceller un accord censé être très technique, très complexe. À titre de comparaison, l'accord de 2015 a mis 5 ans pour aboutir. On a mobilisé 7 pays, dont les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. On a aussi mobilisé des experts, des diplomates extrêmement aguerris. Or là, on n'a aucune information sur ne serait-ce que le casting des négociateurs qui pourraient traiter le sujet, que ce soit du côté américain ou du côté des Iraniens. Aucune idée non plus sur le sort réel des 441 kilos d'uranium enrichi. Plus question pour Donald Trump de les transférer vers les États-Unis. Et les Iraniens auraient accepté, on vient de le dire, de diluer cet uranium sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les Iraniens pourront aussi continuer d'enrichir officiellement leur uranium à des fins civiles. Mais à part ça, Donald Trump affirme qu'il va sceller un accord historique meilleur que celui de 2015. Sauf qu'on vient de le dire, les conditions telles qu'elles sont présentées dans ce protocole d'accord semblent beaucoup moins contraignantes pour l'Iran, qui a in fine toutes les chances de maintenir son programme nucléaire. Armin Arefi, comment vont se dérouler, se présenter déjà ces négociations? Tout dépendra peut-être du niveau de délégation, du niveau de compétences choisi par les représentants des deux côtés. Côté iranien, on le sait, ce sont en général des experts chevronnés en matière nucléaire notamment. Côté américain, on a une idée? Alors, il est fait état de discussions tout d'abord techniques. Le problème, comme vous venez de le souligner, c'est que les 2 principaux négociateurs américains, Steve Witkoff et Jared Kushner, sont des spécialistes de l'immobilier et pas de l'atome, ce qui est le cas des négociateurs iraniens, comme Abbas Araghchi, Majid Tarravanchi. Donc, tout l'appareil justement de négociation en Iran qui est à l'œuvre depuis maintenant plus de 25 ans et les débuts de la crise sur le nucléaire iranien. Qui ont à leur actif les précédentes négociations. Donc l'expertise des négociations côté iranien couplée à la confiance politique qui fait qu'aujourd'hui on a sur le papier un mémorandum d'accord qui est extrêmement favorable à l'Iran, pourrait permettre justement la conclusion d'un accord qui soit favorable à l'Iran. Surtout que Donald Trump, aujourd'hui, on sent qu'il tient, quand on voit cette déclaration, même si bien sûr il faut faire attention à ces tweets, mais qu'il tient à son accord, que c'est son accord. Il avait détricoté l'héritage de Barack Obama en se retirant de l'accord. C'était la raison principale de son retrait, même s'il faut également ajouter que Benjamin Netanyahou l'appelait à sortir de cet accord. Aujourd'hui, il a son propre accord, mais c'est un accord assez catastrophique. Et ce n'est pas l'expertise assez limitée en la matière de Jared Kushner, de Steve Witkoff, qui permettra de renverser la donne, à moins que on ait, comme ce qui était prévu, à la tête de la négociation, de la délégation américaine, J.D. Vance, le vice-président américain, et côté iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, ceux qui ont le plus grand pouvoir politique, en tout cas pour ce qui est de l'Iran, pour ensuite prendre la décision avec toute la légitimité politique nécessaire d'un accord que souhaitent les 2 parties. Un accord qui prévoit également un engagement formel de non-agression sur tous les fronts. Entendez par là le Liban. Benjamin Netanyahou n'est pas d'accord. Écoutez la réponse de J.D. Vance. Je voudrais dire à certains de ces ministres qui attaquent le président des États-Unis, ces 3 derniers mois, 2 tiers des armes défensives qui ont protégé votre pays ont été fabriquées par des mains américaines et payées par les contribuables américains. Si j'étais au gouvernement israélien, je n'attaquerais peut-être pas le dernier allié puissant qu'il me reste dans le monde. C'est du jamais entendu, si vous me permettez l'expression, de la part d'un dirigeant américain en fonction vis-à-vis d'Israël, ce qu'on vient d'entendre là, non? Effectivement, il a eu des mots extrêmement crus, mais qui correspondent quand même peu ou prou à ce que beaucoup de diplomates
disent en coulisses, à savoir que l'après 7 octobre et la multitude de guerres menées par Israël dans la région l'ont assez isolé sur la scène internationale. Et ceci est d'autant plus vrai qu'à l'heure où dimanche, les négociateurs américains et iraniens étaient prêts à signer un accord, dans une volonté manifeste de torpiller ces efforts, Benyamin Netanyahou a donné l'ordre de bombarder le sud du Liban. Maintenant, il ne faut pas oublier pour autant, ce n'est pas la fin de la relation, de l'alliance entre les États-Unis et Israël. Depuis le 7 octobre, les massacres du Hamas en Israël et après, les Américains ont toujours été au rendez-vous auprès de leur allié, leur plus grand allié moyen-oriental, et ils leur ont fourni toute l'attitude pour mener ces opérations militaires en dépit des pertes civiles. Donc oui, cela montre un agacement de la part du vice-président américain représentant de Donald Trump, d'autant qu'on sait que J.D. Vance n'est pas le plus grand défenseur de l'État d'Israël. Aujourd'hui, le défi va être de voir dans quelle mesure les Américains vont être en la possibilité de contrecarrer les plans de Benyamin Netanyahou, qui n'a, lui, aucune volonté ni aucun intérêt à se retirer du Liban et de cesser le feu à quelques mois des élections législatives, d'autant qu'on sait qu'il a le soutien de la majorité de la population pour l'opération Liban, comme il l'a eu d'ailleurs pour l'opération en Iran. Oui, on cite beaucoup Israël comme le grand perdant, mais finalement, est-ce que le grand perdant, ce n'est pas le peuple iranien à qui les Américains avaient dit de se tenir prêt, que l'aide arrivait, qui avait manifesté en janvier pour être finalement durement réprimé? Aujourd'hui, quel est l'espoir de cette population? Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'Israël est le grand perdant, dans le sens où Benyamin Netanyahou a quand même réussi la guerre de sa vie, c'est-à-dire que pour la première fois, il a réussi à attirer et à faire accepter par un président américain son attaque extrêmement forte qui a quand même tué le numéro 1 iranien et durablement affaibli le régime et ses capacités de menace sur Israël, que ce soit en termes de missiles ou en termes de nucléaire. Pour ce qui est du peuple iranien, c'est terrible. Oui, là pour le coup, je suis d'accord, c'est le grand perdant de ce conflit. Rendez-vous compte, c'est par un tweet annonçant l'aide américaine que Donald Trump est entré dans cette crise iranienne au mois de janvier, quelques jours après le début des massacres qui avaient eu lieu, faisant plusieurs milliers de morts, au moins 7000 voire plus, au niveau de la population iranienne qui avait été massacrée à l'arme lourde. Aujourd'hui, la population iranienne se retrouve, déjà, elle s'était retrouvée sur les bombardements, elle n'avait pas pu manifester, c'était illusoire de penser le contraire, elle se retrouve avec un régime, certes affaibli au niveau régional, mais encore plus dur et vorace à l'intérieur du pays. Preuve en est la multiplication des exécutions, au moins une quarantaine qui ont eu lieu pour des raisons politiques depuis le 15 mars dernier. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la question, l'hypothèse d'un régime change est complètement exclue, que ce soit côté israélien ou côté américain, si tant est qu'il en était jamais question. Pour la population iranienne, aujourd'hui, c'est la gueule de bois. Et peut-être que la seule lumière au bout du tunnel serait, paradoxalement, une levée des sanctions américaines, si celle-ci arrive, parce qu'elle permettrait justement à l'économie iranienne d'aller mieux, et donc à la population iranienne, en plus du régime, de bénéficier d'une certaine manière des dividendes de la reprise des relations économiques et la normalisation des relations entre l'Iran et la communauté internationale, ce que la population iranienne a toujours appelé de ses voeux. On se souvient quand même des scènes de joie qui avaient émaillé les accords de 2015 signés par Barack Obama. Merci beaucoup Armin Arefi, grand reporter au Point, d'avoir été avec nous cette semaine. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états.